explication. Comme l'a souligné mon collègue Abel Ouahed, je vais peut-être parler de la même chose, mais d'un point de vue un peu différent. C'est-à-dire, au lieu de donner un point de vue conceptuel, la recherche que je présente se base sur données empiriques, en effet, et les données viennent de citoyens arabes. Donc, c'est une recherche qui a été menée, et je dois le dire maintenant, je dis maintenant comme ça, on s'enlève, je suis obligé de le reconnaître pour la subvention. C'est The Arab Transformation Project, qui est un projet collaboratif avec des instituts de recherche européens et arabes. C'était une grosse subvention obtenue en 2013 qui nous a été donnée par la Commission européenne. Donc, on a eu la possibilité de faire cet énorme travail de collecte de données pour 2 ans et demi. Et l'objectif du projet, comme vous le voyez, est d'analyser causes et conséquences de révolte arabe, mais en se basant sur les perceptions des citoyens qui ont vécu ces transformations. Donc, c'est-à-dire, au lieu de donner des explications qui nous viennent de macrostructures d'une certaine manière, l'idée c'était de voir comment les citoyens arabes dans 7 pays qu'on a sélectionnés, comment eux ont vécu, vivent leur réalité politique, leur réalité économique, leur réalité sociale. Il y a énormément de questions qu'on a posées. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est présenter une partie minuscule de nos résultats. Et c'est quelque chose qui est déjà fait d'une certaine manière, qui est déjà publié. Donc, le livre va sortir dans un mois. Si vous voulez avoir beaucoup plus de données, vous pouvez acheter le livre. L'idée, c'était, comme je disais, de faire des sondages scientifiques qui ont été lancés pendant la période 2014-2015. Et puis, les données nous ont été délivrées et on a commencé à regarder les pays individuellement et puis essayer aussi de faire des données pour les regarder tous ensemble. Les sondages sont assez représentatifs, donc c'est-à-dire ça représente bien la population des pays qui était notre étude de cas. Et l'idée, c'était après de regarder un peu ensemble ce que ça nous dit par rapport à certains aspects de la vie politique, économique et sociale. Donc, ce que est intéressant, je vais donner les résultats avant et puis expliquer pourquoi les résultats sont donnés de cette manière. Alors, en termes du point de vue des citoyens, de comment ont vécu ou interprété les causes de révolte de 2010-2011. C'est important pour essayer de comprendre aussi l'échec et où l'échec nous a menés d'une certaine manière aujourd'hui. Donc, selon les citoyens, les facteurs de loin, le plus important dans le déclenchement de révolte à avoir avec la situation, excusez-moi, la situation socio-économique. Donc, l'idée c'est les révoltes étaient aussi présentées souvent comme une révolte contre l'autoritarisme politique, une révolte pour plus de droits. Ça, comme vous le voyez à la fin, pas vraiment. Okay? Donc, des révoltes qui ont été présentées comme des révoltes pro-démocratiques sont seulement pro-démocratiques si on se fait à la conception de la démocratie que la majorité des citoyens arabes a. Ce n'est pas une révolte pro-démocratique comme on peut l'interpréter, si on veut, en Occident, où la démocratie est devenue synonyme de certaines institutions, procédures et mécanismes. Donc, le premier facteur, comme je disais, c'est la grave situation socio-économique, qui peut aller du chômage, la perte de pouvoir d'achat, un niveau de vie qui continue à descendre au lieu d'augmenter, la perte d'espoir dans le futur, surtout parmi les générations les plus jeunes, aussi si vous voulez, la déliquescence des services publics. Donc tous ces graves facteurs socio-économiques sont la cause principale que les citoyens ont individuée pour expliquer leur révolte et qui a aussi motivé leur engagement personnel. Donc on demandait
Quand on posait la question, bah, vous étiez impliqué dans le révolte, vous disiez oui, alors la réponse au pourquoi oui vous étiez impliqué était aussi majoritairement des raisons socio-économiques. Donc c'est assez important. La deuxième raison, c'est la corruption. Donc ici, corruption, ça veut dire corruption privée, corruption publique. Corruption publique, c'est assez facile à comprendre. C'est-à-dire, pour avoir n'importe quel service public, il faut corrompre quelqu'un. Que ce soit un policier, un médecin, un infirmier, un employé du ministère, un employé de la fonction publique plus en général, ce que vous voulez. D'ailleurs, c'est un indice de grave crise socio-économique. Okay? La corruption est très élevée, je veux dire, il y a une grave crise socio-économique, tout le monde essaye d'exploiter son petit pouvoir de veto, de gatekeeper dans un endroit pour avoir le plus de ressources possible. Mais corruption privée aussi, c'est-à-dire que la corruption, souvent on l'imagine, on va corrompre, on va payer un fonctionnaire public ou un homme politique, ça se fait aussi au Québec j'imagine, ça se fait partout, donc pourquoi pas au Québec, certains pays plus que d'autres bien évidemment, mais ici il y a aussi le problème de la corruption privée, c'est-à-dire, si on prend comme exemple la recherche d'emploi, dans le secteur privé, aussi les emplois ne sont pas donnés par l'employeur par connaissance, si tu veux, du savoir-faire, le travail, mais par simple connaissance. C'est-à-dire, tu connais quelqu'un et donc l'employeur privé te donne le travail. Donc c'est un type différent de connaissance, d'une certaine manière. Et donc ça, c'est le numéro 2, très important parce que ça empêche, si vous voulez, encore plus la mobilité sociale, qui est, encore une fois, indice de la crise socio-économique. Et en effet, l'autoritarisme politique et l'absence de certaines libertés individuelles ne figurent pas parmi les facteurs principaux du déclenchement de la révolte. Donc, les demandes de la rue, si vous voulez, ce n'est pas de demande d'avoir nécessairement des institutions plus représentatives, des élections plus libres, plus justes, de plusieurs candidats. Ça, c'est l'instrument, d'une certaine manière, pour arriver au vrai but de ton engagement révolutionnaire dans ce cas, c'est-à-dire obtenir enfin des bénéfices socio-économiques et un rééquilibre de la distribution de la richesse, ainsi que la fin des abus de corruption. Donc, si vous voulez, là, il y a les données. Pour l'Égypte, excusez, c'est en anglais parce que les bouquins sont en anglais, mais j'imagine que la traduction est assez facile. Ce qui était intéressant, on pensait aussi que peut-être la promotion d'intérêts étrangers dans les révoltes et tout ça aurait eu une importance une assez grande importance, et en effet, non, pas du tout. Donc, comme vous voulez, political rights est en troisième position plus ou moins partout. C'est sûr que avec 70% en Égypte, 77% presque en Jordanie et 63% presque en Tunisie, vous voyez, la situation économique est celle qui figure le plus. Parce qu'on a, si les chiffres ne font pas de sens, c'est parce qu'on a demandé aux gens de nommer les deux principales raisons. Là, vous voyez aussi, après les révoltes. Donc, après les révoltes, la question posée est quel est, à votre avis, le défi principal que maintenant le gouvernement ont, maintenant qu'il y a eu la révolte, qui ont vu effectivement le malaise de la société plus en général, quelles sont les questions principales que le gouvernement devrait régler. Et encore une fois, vraiment pas de surprise, il y a la situation économique, et la seule chose qui a changé, c'était par rapport à l'Égypte, où la sécurité interne est devenue très importante, avec la montée, si vous voulez, du terrorisme, l'arrivée de certains groupes plutôt que d'autres, et la situation aussi politique très instable entre 2011 et 2013.
Donc, encore une fois, comme vous voyez, enhancing democracy, c'est l'idée d'avoir plus de libertés individuelles en un cadre institutionnel plus représentatif et responsable. C'est pas si important que ça, d'une certaine manière. Okay? Et on le verra à la fin, dans la conclusion, ça a des leçons importantes pour comprendre des questions plus importantes qui sont liées à l'immigration et à l'extrémisme politique. C'était particulièrement grave en Égypte et Jordanie, hein, l'idée de résoudre la situation économique, mais c'était assez important aussi pour les Tunisiens, à presque 72%. Donc une fois que les révoltes ont eu lieu, l'espoir des citoyens de la période, on va dire 2011, 2012, 2013, l'espoir d'amélioration de leur vie était énorme. Je pense que je vais vous montrer tout de suite le tableau. Comme ça, en règle, après je reviendrai. J'ai pris seulement l'Égypte et la Tunisie ici, parce que je n'étais pas capable de mettre la Jordanie dans la même table, elle était dans un autre format, donc bon, pas grave. Pour la Jordanie, les résultats sont plus ou moins pareils. Là, ici, la question était, était basée sur l'idée de qu'est-ce que vous pensez votre pays va être ou va avoir dans 5 ans. Contre la révolution, on va dire, on a donné 5 ans pour donner une idée de temps moyen de l'obtention de certains objectifs révolutionnaires. Et regardez comment ils étaient optimistes. Les Égyptiens, à 92%, ils disaient c'est sûr qu'on va avoir un système politique démocratique qui va garantir les droits politiques et civils et les autorités publiques vont être responsables. On va avoir aussi the rule of law, on va avoir respect pour le droit de l'homme, on va avoir plus d'opportunités économiques et il y aura plus de justice sociale. Les Tunisiens étaient un tout petit peu moins optimistes, peut-être parce qu'ils sont plus près de l'Europe, donc de la Grèce, de l'Italie, du Portugal, donc ça limite, parce que ça a un exemple un peu différent de comment les choses marchent aussi dans les démocraties. Ce qui est important aussi, ils étaient un peu moins optimistes, mais en moyenne quand même optimistes à 8 sur 10, que tout ça allait s'améliorer. Malheureusement, la déception est couramment la caractéristique principale, parce que le chemin de la démocratisation, tant souhaité, donc en dépit du fait que l'idée de démocratisation nous lie à mécanismes, procédures, élections, l'idée de démocratisation qui est donnée est une autre idée de démocratisation, mais ça s'appelle démocratisation quand même, n'a pas livré les résultats espérés. Au contraire, l'héritage de révolte a laissé la région, si vous voulez, encore plus dans le chaos qu'avant les révoltes. On a le Yémen qui est en guerre civile, la Syrie, peut-être sa guerre civile s'en vient à terminer, mais avec des coûts énormes. On a la Libye en guerre civile. On a l'Égypte qui est retournée sur un système autoritaire avec en plus beaucoup plus de violences politiques. On a le Liban qui est ébranlé par les divisions. Donc l'idée, c'est les choses, plutôt que s'améliorer, se sont empirées de manière considérable. Et donc quand tu retournes sur le terrain plus tard, 2014-2015, là aussi il y a une autre série de réponses qui sont quand même assez intéressantes, en dépit du fait que les 3 pays, l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, ont connu des trajectoires un peu différentes après les révoltes. La Tunisie a monté vraiment un système assez démocratique, avec des institutions élues responsables. L'Égypte a reconnu le retour à l'autoritarisme avec Al-Sisi, et la Jordanie a maintenu plus ou moins le même système monarchique avec le roi à la tête de l'exécutif. Donc les trajectoires sont différentes, mais les sentiments de déception des citoyens est pareil et va à l'encontre des espoirs ou de la confiance que les citoyens avaient tout de suite après les révoltes arabes. Donc ça c'était comment ils avaient de confiance que les choses allaient s'améliorer. Donc, ce
qui est important, je pense, et c'est peut-être les résultats les plus importants de notre recherche, ou de cette partie de notre recherche, c'est les débats qui revient un peu à ce qui a été mentionné avant, sur l'idée de valeur que les citoyens arabes ordinaires ont comme différence par rapport aux citoyens d'autres régions du monde. Est-ce qu'on partage les mêmes valeurs? Est-ce qu'on veut les mêmes choses? Est-ce qu'on ne veut pas les mêmes choses? Parce que ça a des conséquences après, pour des questions plus importantes, comme je disais, sur la sécurité, sur l'immigration. Alors, les tableaux suivants vont vous montrer que quand on demande aux citoyens arabes, dans l'abstrait, quel est le système politique qu'ils préfèrent, la grande majorité des citoyens répond que c'est un système démocratique, et ils mettent la démocratie parlementaire à la première place. Ça confirme les résultats, encore une fois, de toutes les recherches précédentes qui ont été menées sur le même sujet. Donc ça fait au moins depuis la moitié des années 90 qu'il y a des recherches qui sont menées régulièrement sur les préférences des citoyens arabes par rapport à cette question de la démocratie. Okay? Et toutes les recherches, sans faute, montrent exactement la même chose. C'est-à-dire que la grande majorité des citoyens, quand ils sont interpellés sur cette question, ils déclarent que la démocratie, donc avoir des autorités politiques élues, responsables, à travers des élections libres et dans un système préférablement parlementaire, est à la première place de leurs préférences. Donc, après je reviendrai. Donc, regardez en 2011, bien sûr, pour l'Égypte, pour la Jordanie, pour la Tunisie. Quand les choses commencent à aller plus mal dans la région, les préférences par la démocratie diminuent. Ça, c'est assez normal parce que la démocratie est vue maintenant un peu plus comme un échec parce qu'elle ne livre pas ce que la démocratie promet de livrer. Okay? Très peu, sauf en Jordanie où c'est un tiers plus ou moins, voudraient un système politique basé sur la loi islamique sans élection et sans parti politique. Okay? Mais si vous regardez ailleurs, d'ailleurs en Occident c'est pareil, okay? Seulement qu'on ne veut pas la loi islamique, mais on veut d'autres formes d'autoritarisme très fort. Donc l'idée c'est que la majorité, comme d'habitude, a une idée assez spécifique de ce qu'ils veulent, et cette idée est toujours basée sur la démocratie. Le problème, si c'est un problème, moi je ne le vois pas comme un problème, c'est un problème en termes de débat si vous voulez, c'est un enjeu plutôt qu'un problème, c'est peut-être mon français qui ne m'a pas aidé ici, donc j'aurais dû peut-être écrire les vrais enjeux, c'est que quand on pose des autres questions plus probantes sur les caractéristiques que cette démocratie qu'ils veulent doit avoir, au-delà de cadre institutionnel, c'est-à-dire de la démocratie parlementaire, qu'est-ce qu'elle doit avoir comme contenu cette démocratie, ce qui sort à la première place ne sont pas les droits civils et politiques. Donc, d'avoir la liberté d'expression, oui, ça intéresse, mais moyennement. Avoir la liberté d'association, oui, ça intéresse, mais moyennement. L'égalité entre hommes et femmes, ça intéresse, en effet, ça n'intéresse pas beaucoup de monde. On peut discuter du pourquoi, si vous voulez. Ce n'est pas vraiment un enjeu. Les vrais enjeux, heureusement, malheureusement, c'est que la démocratie, pour la majorité des citoyens, et là, il n'y a aucune différence entre tranche d'âge ou genre, urbain ou rural. Okay? C'est à travers ces catégories démographiques. Ce qu'ils veulent, c'est la redistribution économique. Donc la démocratie n'est pas vue comme un fin en soi, d'une certaine manière. Donc les institutions de la démocratie ne sont pas vues comme un fin en soi, mais elles sont vues comme un moyen pour atteindre ce qu'ils pensent être les vrais objectifs d'une démocratie, c'est-à-dire la redistribution de la richesse, l'égalité sociale, c'est-à-dire des bénéfices socio-économiques. Ça veut dire à court terme que si les systèmes démocratiques qu'on met en place avec les partis politiques, les élections libres et tout ça, ne nous donnent pas la redistribution de la richesse et l'égalité sociale, il faudra choisir un autre système encore. Et si l'autoritarisme offre à nouveau des résultats
positif en termes de redistribution, ben on ira avec l'autoritarisme. Donc l'idée, c'est qu'il est beaucoup plus important de satisfaire des besoins primaires que les gens ont, plutôt que de satisfaire des besoins que peut-être sont considérés primaires ailleurs, mais qui ne sont pas forcément la priorité en situation de détresse ou de désarroi économique répandu. Donc l'idée est que la démocratie, et c'est pour ça qu'ils sont d'accord avec la démocratie parlementaire à majorité, est vue comme un fin, n'est pas vue comme un fin, mais est vue comme un instrument pour avoir quelque chose d'autre. En effet, ce qu'ils demandent, c'est une forme, si vous voulez, de social-démocratie ou de démocratie sociale à la suédoise. Ce qui est super intéressant, et ça on le voit dans les recherches plutôt qualitatives que non quantitatives, quand on demande aux représentants de tous les partis politiques, ou à la grande majorité des partis politiques, inclus les islamistes, en effet, surtout les islamistes, leur réponse est « on voudrait être comme la Suède », mais une version conservatrice de la Suède. Donc une version de la Suède avec un accès à l'avortement très limité, avec des procédures de divorce très compliquées, sans alcool, donc pas très suédois, ni danois. Donc l'idée est une version économique de la Suède, mais sans les bouts qu'ils appellent hyperlibérales de la Suède. Okay? Ce qui n'est pas forcément un mauvais objectif en soi. Mais l'idée, c'est que les procédures, les mécanismes et les droits individuels sur lesquels nous, en Occident, on obsède tout le temps, ne sont pas super importants. C'est là aussi où ce n'est pas une question de choc des civilisations, quand un manque de compréhension mutuelle des besoins de l'un et de l'autre. Quand l'Occident donne ses conseils sur quel type de politique il faut adopter, ils insistent sur des politiques qui sont tout à fait, on peut le partager, au point de vue normatif, ce n'est pas un problème de partager l'idée qu'il faut l'égalité des sexes et arrêter avec l'homophobie. Mais parler d'homophobie à Kesrin, en Tunisie, où les jeunes de moins de 30 ans ont un chômage de 88%, ça ne résonne pas beaucoup. Par contre, partir, et c'est là où on vient au lien avec l'extrémisme, partir en Irak pour faire la guerre, ça résonne. Ça résonne. Donc l'idée est que malheureusement, une situation socio-économique qui est assez de crise, en effet, des crises permanentes pour la majorité de la population, ne permet pas de voir les bénéfices du jeu démocratique, parce que les jeux démocratiques, surtout sur les courts termes, ne délivrent pas ce qui est vraiment important et qui est au cœur de la définition de démocratie ou de la conception de la démocratie de la majorité des citoyens. Ça devient encore plus difficile, et ça c'est pas dans les recherches, ça c'est, si vous voulez, quelque chose sur lequel on a réfléchi après. Il devient très compliqué dans les débats publics et ensuite de dire oui, mais ces résultats de redistribution économique, égalité sociale doivent attendre d'une certaine manière. À la démocratie, il faut qu'elle se mette en place, il faut du temps, il faut construire petit à petit, après ça viendra. Mais c'est très difficile de dire à des gens qui viennent de faire la révolution, de leur dire, bon, maintenant que vous avez fait la révolution, il faut attendre 20 ans avant d'avoir le résultat. Et alors pourquoi j'ai fait la révolution? J'ai les résultats, révolution, ça s'appelle révolution, je veux le changement tout de suite. Pas attendre encore une génération et demie. J'ai 20 ans maintenant. Je ne peux pas attendre que ma situation socio-économique s'améliore quand j'en ai 55. Et donc ça devient compliqué, encore une fois, après au niveau plutôt politique, si on veut laisser la partie scientifique de côté, au niveau politique, d'avoir un dialogue sur ce que devraient être les priorités. Là, encore une fois, vous voyez la démonstration empirique, non, sur les droits. Regardez la puissance des droits qu'on va appeler économique et sur la corruption par rapport
à l'importance de changer le gouvernement avec les élections. Sauf en Tunisie, là où la démocratie s'est établie, si vous voulez, et même là-bas, quand même, les droits économiques sont quand même encore assez importants. Donc l'idée, c'est que on a des conceptions différentes de ce que la démocratie est et de ce qu'elle devrait donner. D'une certaine manière, et ça vaut surtout pour les pays d'Europe, les citoyens arabes sont, ça c'est un peu un paradoxe, sont politiquement plus alertes que les populations européennes. Parce que les Européens, ils commencent à comprendre ça maintenant, vu que l'économie va très mal, et que les demandes socio-économiques se font de plus en plus importantes. Du style, qu'est-ce que ça sert à voter, ou quoi ça sert d'élire quelqu'un, si après c'est quelqu'un ne fait rien pour améliorer ma situation socio-économique. Donc, pour revenir à Bill Clinton, on en revient toujours à Bill Clinton, ça fait 25 ans, 30 ans qu'on en revient à Bill Clinton. It's the economy stupid. Soit on résout ce problème de l'économie, soit on ne peut pas comprendre pourquoi les citoyens des pays qu'on a examinés sont tellement déçus de leur processus politique. On peut le comprendre en Égypte, ils sont revenus à l'autoritarisme. On comprend en Jordanie, il y a de la stagnation. Mais en Tunisie, où ils ont quand même bâti une démocratie depuis 6 ans, les taux d'insatisfaction est d'ailleurs plus élevé qu'en Égypte. Donc ils ont eu la démocratie, et maintenant qu'ils l'ont, ils sont encore moins satisfaits qu'ils l'étaient avant la Révolution. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un énorme problème. Parce que la démocratie devient de moins en moins une valeur importante en soi. Et dans ce cadre, c'est sûr que l'extrémisme s'affirme. Et en effet, on a des autres données, je ne vais pas montrer ici, qui montrent comme l'insatisfaction avec les systèmes politiques démocratiques, mais aussi autoritaires, parce que l'autoritarisme n'est pas terminé, fait monter la volonté des jeunes de s'engager politiquement, mais au-delà de la politique institutionnelle. Et s'engager politiquement au-delà de la politique institutionnelle laisse 2 choix. L'engagement dans la société civile, l'engagement dans les mouvements violents. Là, c'est les taux d'insatisfaction. Donc, comme vous le voyez, ils sont très dissatisfaits. Ça, c'est le taux de satisfaction, excusez-moi. Donc, là où, donc en Tunisie, ils sont mécontents à 91,5% de la manière dont le gouvernement est en train de créer des emplois, par exemple. Les questions socio-économiques sont au centre de révolte de la période après 2011. La violence, par contre, l'autoritarisme qui est de retour, font que la sécurité physique est devenue aussi primordiale. Ça explique l'immigration. S'il n'y a pas de sécurité physique, on veut s'en aller, ou on accepte le retour de l'État policier. Encore très important, la religion est très importante au niveau individuel. En moyenne, les Arabes sont plus religieux que les Occidentaux. Okay? Mais, bonne nouvelle, les Occidentaux sont le moins religieux au monde. Donc c'est les Occidentaux qui ne sont pas en phase avec le reste du monde. Dans le reste du monde, la religion est beaucoup plus importante. Okay? Ce qui est assez intéressant. Toujours, les Arabes sont plus religieux. Non, c'est l'Occident qui est les outliers. Ce n'est pas les Arabes. Après, ce n'est pas question d'avoir tort ou raison. Hein. C'est juste que il faut parfois les souligner. Et donnée dramatique, je termine avec ça, la confiance dans les institutions, toutes les institutions, que ce soit les médias, les institutions politiques, les partis politiques, les institutions économiques, est dramatiquement basse. Et en plus, ce qui est bas, c'est la confiance interpersonnelle. Ils ne se font pas confiance l'un avec l'autre. Ça aussi mine la solidarité démocratique. Malheureusement, ce n'est pas des super nouvelles que je vous donne. Hein. Donc, c'est un peu la semaine des sciences sociales version tristissime. Mais bon, les recherches, elles montrent ce qu'elles montrent. Après, on peut discuter de quelles pourraient être les solutions potentielles. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Joanne Justra. Je suis étudiante au certificat en santé sexuelle. Alors moi, j'aurais aimé savoir si vous avez fait une analyse différenciée selon les sexes, c'est-à-dire si les résultats de l'ensemble de votre étude sont similaires autant chez les hommes que chez les femmes.
oui, dans la majorité des cas, les résultats sont similaires entre les hommes et les femmes. Les différences plus substantielles sur certaines questions reviennent de l'environnement, c'est-à-dire les questions des gens qui habitent en milieu urbain ou en milieu rural. Là, il y a un peu de différences, mais pas très remarquables, sur les droits de la femme. Donc, les hommes et les femmes, de la même manière, sont conservateurs. Et donc, quand on demande aux femmes aussi s'ils voudraient avoir plus de droits, la réponse est pas vraiment beaucoup plus que les hommes. Il y a une toute petite différence, mais en termes des pays, la différence la plus grande, ça c'est en Tunisie. Donc les hommes et les femmes en Tunisie répondent un peu de manière différente sur la question des droits des femmes, mais sinon, dans les autres pays, c'est la même. Il n'y a pas vraiment de différence. La moyenne, c'est les individus sont plus conservateurs sur les thèmes sociaux qu'en Europe, par exemple, ou en Amérique du Nord. Oui, bonjour, Sylvie Poirier, professeure au département d'anthropologie. Merci pour la conférence. C'est la dernière donnée qui m'interroge beaucoup. La confiance interpersonnelle est dramatiquement basse. Je connais pas donc vraiment je connais pas les pays arabes, mais j'avais toujours ce sentiment que les réseaux familiaux et interfamiliaux sont quand même encore importants. Donc, est-ce que ce manque de confiance interpersonnelle se joue au niveau de la famille aussi? Ou à quel niveau il se joue? Puis comment vous faites pour comment vous faites pour aller le repérer? Je peux comprendre pour les autres questions peut-être qu'on peut répondre là, à un questionnaire ou quelque chose, mais là, une confiance interpersonnelle. On a une série de questions qui essayent de mesurer la confiance qui va au-delà justement du lien familial. Donc on pose des questions sur les voisinats par exemple, sur les quartiers, sur la ville, sur les villages, du style est-ce que vous vous sentez en sécurité ou est-ce que vous avez pour avoir un travail ou recours au réseau au-delà de la famille. Donc en effet, ce qu'on voit, c'est quelque chose de très similaire aux pays du sud de l'Europe dans les années 50-60, le familisme. C'est-à-dire qu'au niveau de la famille, les liens de confiance sont très 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 élevés, parce que c'est seulement à travers les liens avec les membres de la famille élargie aussi, hein, bien sûr, ce n'est pas la famille monoparentale ou biparentale à l'européenne, c'est avec ça que tu obtiens tes ressources morales et matérielles. Mais au-delà de la famille, la confiance entre citoyens, elle descend de manière énorme. Donc ce qui est intéressant dans ça, c'est que si on veut revenir à la démocratie, par exemple, comme elle est difficile de l'instaurer, c'est que moi, je suis démocrate. Je me définis comme démocrate, par exemple. Okay? Je suis d'accord d'avoir un parlement, les élections et tout le reste. Mais je ne fais pas confiance à mon voisin que c'est lui, il gagne les élections, il va se comporter en vrai démocrate. Mais mon voisin, bien sûr, il pense la même chose de moi. Et donc, si tout le monde pense la même chose, la démocratie, elle est pire de choix. Et donc, il préfère déléguer l'autorité ailleurs, où elle n'est pas imputable, elle n'est pas responsable à une autorité comme l'armée, par exemple. Et alors là, tout le monde a la même confiance d'être réprimé. Okay? Donc, au moins, on est réprimé à égal. Okay? Et c'est pour ça que, malheureusement, la démocratie a du mal quand il s'agit des procédures. Parce que moi, oui, je respecte les procédures, je suis hyper démocrate. Mais pas mon voisin. Mon voisin pense la même chose, c'est difficile de trouver un accord. Donc, c'est ce type de confiance interpersonnelle qui manque. Qui est lié aussi à la corruption. Pour tout obtenir, il faut payer quelqu'un. Et donc ça amplifie, si on veut, parce que peut-être qu'il n'y en a pas autant de corruption, mais la perception qu'il y en a énormément, ça mine les relations interpersonnelles. Tu as obtenu ce que tu as obtenu parce que tu as payé. Et même si ce n'est pas vrai que tu as payé, moi je pense que tu as payé. C'est plus un commentaire qu'une question. Donc un accès démocratique à la répression. Comme ma collègue anthropologue, c'est les deux derniers points qui m'interpellent, mais très rapidement. Le premier me fait penser que si on regarde les pays d'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest, comme le noyau dur de ce qu'on appelle à tort ou à raison l'Occident, c'est à peu près entre 10 et 20% de la population mondiale. Et donc il y a
une idée de la modernité qui est très locale, qui représente 10-20% de la population mondiale. On pourrait se demander, avec d'autres anthropologues notamment, s'il n'y a pas d'autres modernités, des modernités autochtones, modernité arabe, modernité kurde, et donc il y a une espèce d'exclusion. On n'envisage pas la possibilité d'autres modernités que la modernité occidentale. Ce qui rejoint un peu l'avant-dernier point sur le religieux. Par rapport à la confiance, ça me fait penser au vivre ensemble, donc à le concept de cette rencontre, et que bon, qui dit manque de confiance dit tension, et le vivre ensemble, ce serait le fantasmer que de le considérer comme un espace où il n'y a pas de tension. C'est-à-dire que le vivre ensemble est nécessairement un espace de tension. C'est-à-dire, nous sommes N personnes, il y a des tensions entre nous. L'art de vivre ensemble, c'est d'apprendre à gérer ensemble ces tensions et de les transformer en des tensions créatrices de sens ou de nouvelles solidarités, comme on peut voir au Québec à l'occasion. C'était juste un commentaire. Merci beaucoup. C'est vrai que la religion occupe une place beaucoup importante dans les relations, dans l'espace public, mais je répète, ça c'est assez normal si on regarde au monde entier. Si on regarde que nous-mêmes, c'est sûr que tout le monde semble bizarre, mais peut-être que c'est nous les bizarres. Et donc, de ça, il faut en tenir compte. Et justement, un des slogans fameux des islamistes, c'est pourquoi je devrais moderniser l'islam, je devrais islamiser la modernité. Non, c'est-à-dire, je peux donner une alternative à cette modernité occidentale qui est toujours vécue comme la règle, mais en effet, il y a peut-être des autres opportunités. Merci pour cette présentation. Gina Mankel de l'École de psychologie et de la Faculté des sciences sociales. Est-ce que vous croyez que vos résultats soutiennent l'hypothèse couramment avancée que les inégalités sociales sont étroitement liées à l'extrémisme? Je ne sais pas si elles sont étroitement liées, parce qu'après, quand on descend avec des autres études au cas spécifique, on remarque qu'il n'y a pas vraiment un lien qu'on peut dire causal. C'est sûr que les inégalités qui sont tellement importantes sont un terreau fertile, d'une certaine manière, pour certaines idées extrémistes de s'implanter. Et c'est plus facile pour des projets politiques hyper radicaux d'avoir une audience. De là, est-ce que ça va passer à l'acte? Ça, je pense que pour nos recherches, en tout cas, c'est impossible à dire. Quand on examine des cas individuels, par exemple, des 3000 Tunisiens qui sont partis combattre en Irak, si on veut en prendre ça. Mais c'est sûr qu'au niveau des projets politiques radicaux, c'est très possible. Même que, sur le court terme, et ça, c'est peut-être pas une meilleure nouvelle non plus, on voit que la grande majorité des jeunes refusent de participer à la vie politique. Donc, qu'elle soit à vie politique institutionnelle ou vie politique associative. Et ça, c'est peut-être tout aussi problématique, parce que ça veut dire qu'il y a un désespoir assez répandu et que ni la vie associative ni la vie politique répondent aux exigences d'une partie de la population. Et ça, c'est grave. J'ai une dernière question. Bonjour, c'est Boalem du Centre multiethnique de Québec. Donc en fait, c'est juste, je voulais rajouter une puce de réflexion concernant en fait la déficience de confiance interpersonnelle par rapport dans ces pays-là, suite au processus de soulèvement qui ont eu lieu, que ce soit en Tunisie ou en Égypte. Moi, je pense que si on revient un peu à la base, c'est que on va dire les deux pays par exemple principaux, la Tunisie et l'Égypte, c'est des mouvements populaires qui viennent du peuple suite à une situation de désespérance et de misère sociale, et que le point de force de ces mouvements-là qui viennent du peuple, c'est aussi sa fragilité après la révolution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suite aux tombées, soit-dire des dictateurs dans les deux pays, on n'avait pas en fait une plateforme d'opposition plurielle dans ces populations-là. Donc il n'y avait pas en fait un parti qui prenait en otage
je dirais, ces soulèvements-là, même si par la suite ils ont été récupérés, bien évidemment. Mais je dirais, je pense que le fait que les gens avaient moins de confiance les uns vis-à-vis des autres, c'est parce qu'il n'y avait pas en fait ce qu'on appelle des hommes prévidentiels qui sortaient comme ça et qui représentaient, on va dire, ces soulèvements populaires, ces processus de démocratisation en quelque sorte. Parce que je pense que c'est pour cela que les gens ne faisaient pas confiance les uns vis-à-vis des autres, parce que tout simplement ils pensaient que prendre part dans la vie politique c'est beaucoup plus difficile. Et du coup je pense qu'il y a cette déficience. Je pense parce que là, voilà, ce qu'on appelle le leadership de ces mouvements, c'est aussi sa fragilité, en quelque sorte. Oui, oui, sûrement, mais l'idée c'est que la confiance interpersonnelle était basse avant les révoltes, et les révoltes n'ont rien changé d'une certaine manière, sauf pendant le moment de la révolte. Donc, pendant le moment de la révolte, il y a une grande solidarité interpersonnelle, une grande confiance interpersonnelle, et effectivement, une fois que la révolte se termine, parce qu'à un moment elle se termine par un processus institutionnel, on revient à comme on était avant, c'est-à-dire absence de confiance interpersonnelle. Et là, c'est peut-être la fragilité des institutions politiques et la fragilité des partis politiques qui ont négocié l'après-chute du dictateur. Et c'est pour ça aussi qu'en Tunisie, ça a plus ou moins marché. Il y avait un peu plus de leadership des partis politiques, et en Égypte, un peu moins. Voilà.